Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle, accompagné de Arnaud Decaze et de Jean-Yves Arabeau. Direct d'Albi par Skype. C'est incroyable cette technologie, c'est ouf. Ça va, vous avez passé 2 bonnes semaines depuis le dernier enregistrement? Oui. Franchement, ouais, pas mal de films, pas mal de petites séries aussi. On aura l'occasion d'en parler. Puis puis il fait beau et puis c'est le festival de Cannes qui commence aussi. Ouais. Moi, je suis les petits là. Il va falloir suivre la montée des marches là. Ça va être sympa. Pas mal de beaux films apparemment aussi. J'ai enfin vu la bande-annonce et je suis assez excited par le nouveau film de David Cronenberg, Crimes of the Future. Avec Léa Seydoux, Viggo Mortensen entre autres. Les crimes du futur pour les francophones. Je vous conseille d'ailleurs, je viens de le regarder avec beaucoup de passion. J'ai bu les paroles de David Cronenberg pendant 25 minutes. Il y a une interview vidéo club de lui sur Combini. Je sais pas si vous voyez le concept de ça. Ouais. Vachement sympa. Qui est juste en face de chez moi. C'est vrai. Okay. Et donc du coup, t'as David Cronenberg, il se balance vidéo club et il te dit plein de trucs et t'apprends tellement de choses. Il te raconte comment il a pas fait Total Recall, comment il a refusé de réaliser le retour du Jedi. Enfin, t'apprends plein de trucs trop bien. C'est vraiment tu bois ses paroles quoi. Et je trouve cette bande-annonce assez cool. Alors, le gros teaser, c'est qu'il dit quand même en interview, il dit je veux que les gens sortent de la salle révulsés. Tu vois, ouais. Alors en connaissant Cronenberg et son esthétique de la chair, j'imagine que ça va être visuellement assez coriace. Je pense, ouais. Et le visuel est assez hypnotique. Hein. Il y a au niveau du set design et tout, ça a l'air vraiment. T'as des décors un peu, on sait pas trop si on est dans Alien ou si, ça a l'air vraiment cool. Donc je suis très, j'attends avec beaucoup d'impatience ce nouveau Cronenberg. Okay. Moi aussi. Pour le coup, tu vois, Cronenberg, c'est l'une des personnes que je crois, s'il te dit, je veux que les gens en sortent révulsés, tu te dis, ok, il va peut-être pousser un peu les limites parce que par rapport au film dont on va parler, là, The Northman, j'ai lu quoi? Il y a eu 2 articles dessus. Qui disait qu'il était extrêmement violent, etc. C'est violent comme un film de Vikings. Parce que parfois, les journalistes, ils essaient pas de hyper le film juste pour rien, en fait. Tu es complètement insensible à ce qu'il fait. Non, mais je sais pas, j'ai déjà vu des épisodes de Game of Thrones plus violents que... Non, je rigole, je suis complètement d'accord en plus, mais... Mais c'est intéressant parce que ça repose les bases de la violence graphique, en fait, et je pense que ce que moi je trouve un peu flippant dans le film de Cronenberg, c'est qu'il y a à la fois il y a l'horreur mixée au truc un peu dystopique tu sais, c'est des gens qui se font des opérations, ça a l'air un peu chelou, genre des gens qui s'implantent des organes, enfin il y a une réflexion aussi sur le virage que prend le monde à l'heure du Neuralink, etc. Et je crois que c'est le mix un peu d'horreur visuelle lié à un avenir un peu dystopique qui à mon avis sera assez choquant, je pense. Bah oui, c'est-à-dire que lui c'est quelqu'un qui sait très bien manier le fait que la vraie horreur entre guillemets, c'est toujours de la lier à ce qui peut arriver à toi ou ce qui peut arriver à la société, où en gros il y a une réflexion psychologique dessus, tu vois. C'est là que l'horreur est plus, parce que tu vois, personne ne dirait vraiment que Tarantino c'est de l'horreur. C'est juste graphique, c'est du gore fun plus que du gore psychologique, en fait. Tu vois ce que je veux dire quand on parle d'être révulsé. Ça, tu dis ça parce que t'as jamais vu les pieds de Tarantino. Ouais. Et le truc intéressant qu'il disait, Cronenberg, dans cette interview, c'est qu'il avait été extrêmement étonné que Titan gagne la Palme d'Or l'année dernière. Ouais. Puisque lui, il était convaincu qu'un film de genre ne pouvait pas gagner et qu'il se félicitait que justement... l'horreur dans ce cadre-là ait réussi à percer un petit peu une espèce de plafond de verre, quoi, tu vois, et de rentrer, d'être reconnu en tant que tel. Voilà. Et tout ça grâce à Mylène Farmer, il faut le rappeler. Pourquoi? Elle était dans le jury l'année dernière et apparemment c'est elle qui a milité pour la palme de Titan. Ah, c'est ouf. Ok. Mais comme quoi, Mylène Farmer, vraiment, elle n'apporte que du bien sur Terre.
Enfin, il y a des espèces de mini news ciné en vrac, mais c'est comme d'habitude. C'est genre le prochain film Star Wars, c'est celui de Taika Waititi. Voilà. Je sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus. Je suis au Delaware. Après, franchement, les films de Taika Waititi sont au moins drôles. Mais tu sais, c'est ce qu'on nous avait promis à l'époque quand Chris Lord et Miller devaient faire Han Solo. On se disait mais c'est les gars de 21 Jump Street qui vont le faire, donc ça va être drôle. Finalement, ça a été juste annulé et c'est Ron Howard qui a pris le reste de la réalisation. Je pense que... Non, mais il y a la jurisprudence Rian Johnson maintenant. Je me rappelle à l'époque, on était comme des fous en disant waouh, Rian Johnson va faire Star Wars, ça va être incroyable. Et en fait, c'était juste insipide, quoi. Tu vois, donc je m'attends plus à de surprises. À ce Alors que juste après, il a fait son meilleur film. Rian Johnson. Ouais. À couteau tiré, qui est incroyable. Ouais. Ils sortent le 2 là d'ailleurs bientôt. Le 2 doit sortir cette année, ouais. D'ailleurs, à propos de Star Wars, j'avais vu dans une interview de Kathleen Kennedy, donc, qui est la productrice des Star Wars, qui disait la leçon qu'on a tirée de Solo, c'est qu'on ne peut pas demander à des nouveaux acteurs de jouer des vieux personnages. Et j'ai envie de dire à Kathleen, oui, c'est la faute de l'acteur si le film était... C'était ça la leçon à tirer, tu sais. De tout ce film, de tout ce truc, genre vous avez changé le réalisateur en plein milieu, etc. Mais la leçon à tirer, c'est que vraiment, on devrait mettre un deepfake de Harrison Ford sur quelqu'un d'autre. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont tellement à côté de la plaque. J'aurais quand même tendance à me dire qu'ils ont appris un peu de qu'est-ce qui a du succès et qu'est-ce qui a pas de succès. Dans le sens où, tu vois, leurs séries ont plus de succès que leurs films ces derniers temps. The Mandalorian, etc. C'est bien, en plus. The Mandalorian, c'était pas mal, c'est sympa à regarder. Et du coup, je me dirais, est-ce que vous comprenez que du coup, c'est parce qu'on crée une ambiance, on crée un personnage, on crée une histoire, quoi. Enfin, on fait un film, quoi. Tu vois. Le problème de la dernière trilogie, c'est que ça essaie d'être une copie conforme de la première trilogie. C'est ça vraiment le... C'est pour ça qu'après, Taika Waititi, tu vois, je crois que c'est un bon... comment dirais-je team player, dans le sens où tu vois c'est quelqu'un qui est quand même très qui corporate, dans le sens où c'est pas quelqu'un qui va faire des vagues, mais qui va quand même peut-être, je sais pas, de l'humour ou des il a pas fait un Thor, Thor d'ailleurs, Thor Ragnarok qui est franchement qui est drôle, etc. Et qui c'était pas ouf. Non, parce qu'il faut dire quelque chose sur Taika Waititi, ses meilleurs films, c'est ses premiers, hein. Oui. C'est maintenant, depuis qu'il est à Hollywood et tout ça, je trouve que ça a perdu beaucoup en fait, hein, même un humour un peu grinçant. Mais c'est toujours la limite de ce que tu peux faire quand t'es sous la coupe de Disney en fait. Moi ça me paraît franchement très bien dans le sens où en fait c'est qu'est-ce que je peux faire au max, et ce sera toujours de l'humour, ce sera jamais quelque chose de révolutionnaire en fait dans un Disney. Enfin, quand je dis Disney, je veux dire du coup Marvel et Star Wars. Donc c'est genre j'utilise un peu les rigoles du truc de bowling, quoi. et j'essaie de me placer dedans pour quand même surprendre un peu les spectateurs, parce que typiquement, tu vois, Rian Johnson, le Star Wars de Rian Johnson, on en avait parlé, mais genre à part, il y avait vraiment qu'une première scène, et c'est intéressant parce qu'en fait une première scène qui a aucun rapport avec le reste du film, où tu vois du Rian Johnson dedans, et tu te dis, d'ailleurs la promesse, tu te dis oh putain, je crois que ça va être trop bien ce film. Après, pour sa défense, je trouve que c'est un problème qui a beaucoup de problèmes narratifs à cause de ses multiples histoires, à cause de beaucoup de choses. C'est le mieux mis en scène des trois, je pense, de la trilogie. Il y a des scènes de combat qui sont sympas, il y a des trucs. Après, le film, moi, on en avait parlé, hein, j'ai pas trop aimé le film, mais il est quand même meilleur dans les scènes d'action que J.J. Abrams, quoi, je trouve. Mais tu sais très bien qu'en vrai, quand tu regardes un film où t'es pas émotionnellement attaché, genre... oui, ça sert à rien, ça sert à rien, on est d'accord. En plus, tu vois, c'est même pas genre révolutionnaire, c'est juste un peu bien, c'est de la merde. Ouais, et pour filer ta métaphore de bowling, là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de strike en termes de... d'un réalisateur qui arrive un peu comme Paul Verhoeven et qui te fait Starship Troopers, tu sais, un gars qui arrive sur un truc énorme et qui fait un coup de force. Ou est-ce le cas? Alors à part peut-être Nolan sur les Batman, où là il y avait quand même quelque chose de, il arrivait, il faisait un peu table rase de tout ce qu'il y avait avant. Enfin, c'était il y a 10 ans. Enfin, dans tout ce qui est Marvel et Marvel, Disney, tout ça, enfin, je vois pas comment c'est possible. À la limite, j'aurais presque plus de foi en DC parce qu'en fait, ils font de la merde.
Tu vois ce que je veux dire? Bah après, je te Ils font dirais, tellement moi, de la merde qu'ils pourraient, à un moment, ils vont dire ouais, vas-y, fais n'importe quoi et pas faire chier quelqu'un et du coup, il va faire un bon film. j'ai pas trop aimé ces 2 derniers films, mais il faut avouer que dans le Hollywood contemporain, Denis Villeneuve, il propose autre chose, par exemple. Tu vois que la plupart des réalisateurs. Ah oui, c'est vrai, ouais. Denis Villeneuve, oui, c'est vrai. Dune, c'était quand même très très bien. Ouais, moi j'ai trouvé ça bien, mais c'est pas un strike, tu vois. Pour Non, moi. alors c'est ce que je dis. Le film, je l'ai pas forcément hyper bien aimé, mais tu dois avouer que c'est différent en termes de mise en scène, en termes de projet, en termes de. Il essaie de faire autre chose, quoi. Ouais. Bon, je pense qu'on va. Oui, puis on a vraiment l'impression qu'il arrive à faire asseoir sa vision à lui, qu'on sait que on sent que le gars, il a maîtrisé le truc de A à Z, quoi. Ouais, mais c'est toujours pareil. C'est parce que personne n'attend, ne donne de directive pour Dune. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'appartient pas à un gros conglomérat et qui va te dire ah ouais mais on va avoir besoin de Paul Atreides avec Iron Man et ah oui, et mais tout par ça. contre sur les gros conglomérats, c'est même pas la peine d'espérer en Mais fait. c'est pour j'ai ça en envie fait. de Et le dire, problème c'est que là il y a pas mal des blockbusters en fait qui sont ça. Et d'ailleurs le reste des blockbusters c'est quoi? C'est sur Netflix quoi. C'est-à-dire que Michael Bay il sort des trucs directement sur Netflix. Donc c'est vrai que si on parle tu vois, tu parlais de Starship Troopers, parce que pour moi Starship Troopers c'est comment faire un film grand public fun qui peut par quelqu'un qui est au premier degré juste passer du bon temps, mais quelqu'un qui sait lire le second degré voir Non, mais plus dedans, tu vois. par contre aussi, il faut arrêter de dire que Starship Troopers était tout à fait un film du Hollywood de son époque, tout à fait dans les rangs, que ça se faisait beaucoup à l'époque. Starship Troopers était une anomalie à l'époque. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc c'est que maintenant les anomalies, je sais pas si ça existe, si ça peut exister. Si tu fais tes films et tes blockbusters, bah c'est forcément sous la coupe d'un Disney ou de je sais pas quoi. Ou alors t'es sur Netflix et en vrai, franchement, j'ai l'impression que tous les films faits par exemple, encore une fois par Michael Bay et consorts, en fait, tu sais, les trucs un peu où il y a Ryan Reynolds dedans là. Je sais pas si vous avez vu le dernier The Adam Project ou des choses comme ça, qui sont un peu les tentatives de Netflix de faire de la SF gros budget. Pour moi, ça c'est des films algorithmiques de Netflix. C'est genre, ah, vous avez bien aimé machin de Voyage dans le temps, vous avez bien aimé ça. Et genre, on a utilisé Adobe Blockbuster. Adobe Data Blockbuster. Voilà, et on vous a sorti, ah voilà, il y a 20% de romance, 35% de Voyage dans le temps et toutes ces conneries, quoi. Et du coup, elles sont où les anomalies, quoi, c'est ça. Enfin, à part avec Robert Eggers, quoi. Dans les news aussi, enfin, c'est un truc qui date un peu, mais là ça vient de se concrétiser. Mais il y a le truc, je sais pas si vous avez entendu parler, que se concrétise le projet de science-fiction épique de Coppola, Megalopolis. Autofinancé. Putain. Le film autofinancé de France qui va mettre 150 millions de son argent personnel, c'est-à-dire la quasi-totalité de sa fortune pour faire le film. Génial. C'est beau. La quasi-totalité de sa fortune en liquidité, hein, parce qu'après il a 16 châteaux. C'est beau, et puis on sent que le gars, tu sais, on l'imagine dans sa petite retraite paisible, là, dans son petit village en Italie, le matin au café, tu vois, il réfléchit à son film tous les jours, il y pense, et ça doit bien fuser, et voilà, c'est Coppola, quoi. Donc t'as vraiment cette impression que ça va sortir de façon extrêmement stratosphérique, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, Coppola, quoi qu'il fasse, il y aura mon cul sur les sièges de Cinoche, quoi. Ça, c'est... Est-ce que tu crois qu'il est, il est comme tu dis, j'ai comme le parrain à la fin du parrain, tu sais, genre à côté de ses plants de tomates et de ses petits enfants comme ça, et il regarde le dernier magazine de première et il fait genre, je crois qu'ils ont besoin de moi, je vais repartir. J'ai revu le parrain qui est ressorti là, d'ailleurs, au cinéma. Ouais. Eh ben c'est pas mal, hein. C'est sympa. Hein. C'est sympa. Tu l'as vu à quel ciné? Je l'ai vu à la Filmothèque. Filmothèque, ok. À la Filmothèque. Ouais, je suis allé voir aussi. C'était une super expérience. Moi, perso, j'ai amené mes terminales le voir au ciné. Et en fait, j'avais vraiment l'impression de le voir pour la première fois, parce que rien qu'au niveau photographique, tu sais, le fait que avec le temps, le film est très très sombre, et qu'il y avait ce problème que pendant la production, les gens venaient voir Coppola en disant mais t'es sûr qu'il faut pas ouvrir les rideaux là, parce qu'on n'y voit rien, quoi. et vraiment au niveau des noirs, au niveau des contrastes, t'as vraiment, enfin il y a des scènes, c'est assez hallucinant. Enfin je sais pas si tu te rappelles, Arnaud, mais il y a des moments où, notamment il y a la scène où il y a Al Pacino qui va voir
le gars qui est responsable de la mort de Sonny, le gars qui était marié avec sa sœur là, et genre il rentre dans la pièce, en fait on a l'impression qu'il émerge des ténèbres quoi, c'est-à-dire qu'en permanence t'as des moments photographiques, visuels qui sont extrêmement puissants et là ça valait vraiment le coup de le voir en version restaurée au cinéma quoi. Ouais, et puis le film, il a toujours une force, je trouve, qui est assez ahurissante, parce que c'est un film qui se passe sur plus d'une dizaine d'années, tu sais. Et il y a eu une impression du temps qui passe, qui est fait de manière extrêmement précise, extrêmement profonde. Le changement du personnage de Michael, notamment, qui commence comme celui qui devait être celui qui faisait la transition légale de la famille et qui finalement est ramené dans la mafia, et de voir son évolution de début naïf à la fin, une espèce de parrain sans cœur. Et tu questionnes jamais ça, parce que la dramaturgie est parfaite. Le fait parfaitement, mais même tu sais au début même parce qu'il revient de la guerre ou juste il revient tout juste de la guerre. Ouais, de la guerre. Et tu sais, il était un peu genre naïf mais un peu taciturne, et tu sais j'ai quand même de la joie après quand je suis en Sicile, etc. Et en fait la parenthèse sicilienne, c'est un des trucs les plus beaux du film, je trouve. C'est magnifique, hein. Et c'est incroyable, et alors du coup j'avais vraiment peur, parce que je me suis dit 3 heures, ça va être chaud pour des gars de 17 ans, ils vont ramasser, et en fait pas du tout. Ça, au niveau du rythme, comme tu disais, ça passe assez bien. Et même au niveau, comme tu disais, dramaturgique, il y a un côté, la dimension familiale qui est quasi shakespearienne, quoi, entre les enfants, le fils raté, Sony, le dilemme de passer le pouvoir d'un père aux enfants. Enfin, c'est extrêmement fort en termes de rapports familiaux. L'amorce on le voit un tout petit peu, il aura un rôle grandiose dans le deuxième, de Fredo, le frère maudit de la famille, qui est dans le 2, pour le coup, c'est un des plus beaux personnages de l'histoire du cinéma, je trouve. Ouais, c'est génial. Et puis cette scène d'intro avec le mariage, le mariage, l'intérieur tout feutré, et le mariage qui est ultra saturé à l'extérieur. La première phrase où on commence dans le noir, la caméra descend, et la première phrase qu'on entend, c'est I believe in America. C'est ça. Et du coup, attends, juste pour info, Jean-Yves, avec tes élèves, vous l'avez vu où ? Alors au cinéma je suis au lycée à Gaillac, et à Gaillac il y a un cinéma avec un propriétaire qui est assez cinéphile, assez actif sur l'événementiel, et donc du coup ça a été un gros coup de bol, parce qu'en fait j'étais en train de faire un truc sur les films d'espionnage, et je voulais aller voir autre chose, et en fait il avait pas ce que je voulais, il a dit si vous voulez il y a le Parrain qui sera en version restaurée, et j'ai dit banco, quoi. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans le Tarn, le cinéma de Gaillac, c'est le MVP, hein. C'est vraiment un super cinéma avec une programmation géniale, qui passe les films en VO aussi, donc voilà. Et c'est assez rare comme ça en province et dans des petits endroits comme ça, d'avoir un cinéma de cette qualité. Ça vaut le coup de le souligner, c'est vrai. Et puis si je pouvais juste rajouter que ce qui était vachement gratifiant pour moi de montrer ce film, c'est qu'il y a plein de kids qui m'ont dit, parce que tu sais, il y a cette sensation que il y a plein de gens, et notamment cette génération-là, qui connaissent, que le Parrain vit un peu dans leur imaginaire collectif. Via la pop culture, en fait. C'est une matrice pour plein d'autres films, tu vois. Et finalement, ils savaient quasiment tout ce qui était Corleone, mais pas vraiment non plus, parce qu'ils n'avaient jamais vu le film. Donc c'était cool de vraiment qu'ils le voient pour ça, quoi. Oui, c'est marrant comme Coppola et Lucas, en vrai, j'imagine, pour des gosses de maintenant. C'est-à-dire que même si tu vois plein de séries, plein de films, tu te dis, je crois que j'ai compris Star Wars et le Parrain, sans l'avoir vu. Tellement tout compte, en fait. Tu sais, il peut y avoir des dialogues dans des films qui sont pas du tout de science-fiction et qui vont dire « Ok, Maître Yoda », et en fait, tu comprends qui est censé être Maître Yoda. Après, il y a toujours un truc, et je pense que ça a dû arriver à tes élèves, c'est que les classiques, ils ont une vie dans la culture populaire, mais généralement, quand tu les vois, tu te rends compte que c'est très différent de l'image que tu en avais. Il y a toujours quelque chose, en plus, tu vois, dans les... Ça a été une très bonne surprise au revisionnage, c'est que justement, par rapport à ce que tu dis, je me suis dit, ils vont être déçus parce que ça va manquer d'action, parce qu'ils s'imaginent un truc à la Narcos, quoi, tu vois, clairement. Et en fait, finalement, il y a quand même vachement d'action dans le Parrain, c'est-à-dire que ça arrive très vite, c'est-à-dire le fait que quand il se fait le Don, le fait quand il se fait tirer dessus dans la rue, ça arrive très vite dans le film, et de là s'enchaîne tout un tas de choses. Et c'est et le scénario, et voilà, il se passe tout le temps un truc, quoi. Donc j'étais très, je me rappelais pas que l'action était aussi vivace, quoi. Mais j'aime bien le stress que t'as quand tu regardes
un film avec quelqu'un à qui tu veux le faire découvrir, tu sais, où t'es là genre, ah, mais je crois que c'est un film trop vieux pour cette personne, elle va pas aimer s'il y a pas des explosions de la 2e minute. En fait, tout va bien, tu sais. Et c'est pour ça que dans beaucoup de blockbusters, on respecte pas le public, en fait. Où on a l'impression qu'il faut lui agiter un gaucher. Oui, et en exactement. fait, le public, il a rappelé un truc, c'est qu'à l'époque, Le Parrain avait été le plus gros succès au cinéma de tous les temps. Ouais. Ce qui est assez fou pour quand même quelque chose de si long, Ouais, puis complexe. c'était assez subversif à l'époque. C'était un genre qui était assez délaissé, le film de gangster. Ça faisait et là, l'angle ça de faisait la 40 famille, ans que ça se faisait plus presque à Hollywood. Ouais, Et là, le prisme du gangster et de sa famille, c'était ça qui était révolutionnaire, quoi. D'avoir ce dilemme permanent de comment je peux faire pour gérer ses affaires et avoir ma vie de famille, quoi. Est-ce que vous avez vu des choses dernièrement en termes de films en vrac? Moi, en parlant de blockbusters qui tabassent et qu'on voit pas trop en ce moment de la part d'Hollywood, j'ai un film coup de cœur, vraiment, à recommander, que j'ai vu un peu par hasard. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allé voir de films indiens. Ah ouais. Et je suis allé voir la dernière sensation du cinéma indien qui s'appelle RRR. Pour Rise, Roar, Revolt, donc lève-toi, rugis et révolte-toi, de SS Rajamouli, et qui est sans doute un des films les plus fous furieux que j'ai vu de ma vie. Et je pèse mes mots. J'ai pas cru ce que je voyais, et alors je me suis renseigné sur le film et c'est assez ahurissant. Alors déjà, c'est pas un film bollywoodien. Bollywood, tu sais, c'est l'industrie en hindi qui est la langue majoritaire d'Inde, mais en fait, il y a tout un tas d'autres cinémas indiens. Et ça, c'est un cinéma de langue telugu, donc en dehors de Bollywood, mais qui est en train de supplanter le cinéma bollywoodien. Il y a une hype autour des films telugu en ce moment. Et ce SS Rajamouli, c'est un peu le Spielberg telugu, en fait. Il avait fait le plus gros succès du cinéma indien de tous les temps, qui était La Légende de Bahubali. Et donc, tout le monde attendait son nouveau film. Et à la base, donc, RRR, c'était pas choisi pour Rise, Roar and Revolt. Ils ont choisi le terme pour les initiales du réalisateur et des 2 acteurs principaux, qui sont des légendes, en fait, en Inde. D'accord. Et en fait, ils ont vendu... C'est tellement des stars qu'ils ont vendu le film uniquement sur leur nom. Sur ça, en fait. Et on racontait, donc, les 2 acteurs, c'est Ram Charan et Rama Rao Jr. Et on racontait qu'ils n'avaient jamais joué ensemble dans un film parce qu'aucune production n'avait pu se payer les 2 à la fois dans un film. Et donc là, ils ont fait ce film qui a été un raz-de-marée en Inde. Moi, j'ai vu des images dans les cinémas où ça balance des confettis, où les gens vont sur scène pour danser en même temps que les personnages. D'accord. Et donc, le film, ça raconte l'histoire, ça se passe dans les années 20 en Inde, donc sous domination britannique. Et ça s'ouvre sur la femme sadique d'un gouverneur d'une province indienne décide d'enlever une fille d'une tribu dans la forêt en Inde parce qu'elle chante divinement bien. D'accord. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce village est protégé par un guerrier de légende qui nous est présenté comme étant capable de terrasser un loup et un tigre à la fois à main nue. Et quand ils apprennent que ce guerrier est à leur trousse, ils envoient un officier britannique indien qui a gagné des galons parce qu'il a réussi à réprimer à la force de sa seule matraque une foule en furie de 500 personnes. Et donc les 2 vont être à la traque l'un de l'autre sans savoir qui est qui. Et il se trouve que par hasard, un jour, ils vont sauver un petit garçon d'une explosion sur un pont. D'accord. Ensemble, et ils vont se coordonner juste par le regard, en fait. Et à partir de là, ils deviennent les meilleurs amis du monde sans savoir, en fait, qu'ils travaillent pour des camps opposés. D'accord. Et tout ce que je vous raconte, c'est le pré-générique. Ok. Et après, c'est parti pour un truc épique qui part dans toutes les directions, avec des combats ahurissants où ils se battent avec des motos. J'ai dit avec des motos, pas sur des motos. Ou des scènes où ils vont essayer de renverser la colonie britannique par la puissance de leur danse. Et je sais pas comment vous dire, le film, j'étais pris. Et cette scène de danse, d'ailleurs, qui est une des scènes les plus épiques, je te jure, j'étais au cinéma, j'avais envie de me lever et de crier tellement j'étais galvanisé par ce qui se passait à l'écran. Et je sais pas comment vous dire, c'est à la fois ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas du pur spectacle, dans le sens où c'est vraiment la narration qui est importante. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le premier degré du film, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est du premier degré, mais ça veut pas dire qu'on s'amuse pas avec le film. C'est un peu comme si le film te tendait la main et qui dit « Viens, on va s'amuser ».
Ouais. Et moi, j'ai envie de m'amuser avec ça. Okay. Je sais pas si c'est un film parfait, mais c'est le spectacle parfait en tout cas. Vraiment, je pèse mes mots. C'est le plus beau spectacle que j'ai vu au cinéma depuis des années, et je le recommande à tout le monde. Avec un peu plus de pub, si on avait fait venir les acteurs pour un peu les starifier, je pense que ça aurait pu être un succès massif en Occident en fait. Ah ouais. Et le film, vraiment, c'est Spielberg sous acide, c'est génial. Mais c'est un peu genre le cirque du soleil du cinéma, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est marrant, parce que j'ai l'impression que là, le cinéma occidental a peur d'aller trop dans des délires de spectacle ou des... Alors, ça fera une bonne transition avec The Northman, mais j'ai l'impression que ça, tu vois, faire un délire mystique ou des choses comme ça, c'est un peu plus timide. De plus en plus, parce que c'est comme si ça voulait dire, ça veut dire que tu sais pas faire du film. Si tu ne sais pas communiquer des choses simplement par, je sais pas, les dialogues et des choses très réalistes. Tu vois, alors que, en fait, au final, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. C'est à l'écran, en fait. Surtout donc, si tu veux, quand tu dis que tu veux faire un cinéma mythologique, ce qui est le cas de Marvel, par exemple, tu sais. Et en fait, le véritable cinéma mythologique, je l'ai vu là. C'est-à-dire, ils assimilent, par exemple, les forces qui se battent contre les Britanniques à des figures légendaires du panthéon hindou, tu vois, ou à des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un vrai travail sur la mythologie. Et en fait, je pense que si Marvel avait vraiment envie de faire un film réussi, mais grand public, de grand spectacle, ça fait 10 ans qu'ils auraient dû engager SS Rajamouli pour faire un Marvel, il serait parfait. Mais en fait, il pourrait se dire, tu sais, sur les dieux ou les trucs, c'était tort, il fallait donner à des gens comme ça. Ouais. D'autres films peut-être dont tu voudrais parler, Jean-Yves, que tu as vu récemment? Alors, sur un tout autre registre, moi j'ai vu un petit film sympa sur Netflix qui s'appelle Senior Year avec Rebel Wilson. J'ai vu ça avec ma femme. Bon, c'était parfait parce que ma femme est une grande nostalgique des années lycée. Donc là, on pourrait traduire Senior Year par c'est la terminale en fait. Donc c'est l'année juste avant le bal de promo et tout ça. Et le pitch est assez simple en fait. Donc ça commence. On est dans un lycée. On suit genre la pom-pom girl un peu archétypale, blonde, la fille populaire du lycée qui a toutes les chances d'être élue reine du bal de promo de fin d'année. Et lors du spectacle un peu final, elle rate sa figure, elle se casse la gueule en mode vraiment méga croustade. Et en fait, elle tombe dans le coma pendant 20 ans. Et 20 ans plus tard, se réveille Rebel Wilson. Et donc, elle va repartir dans sa ville en quête de son trophée de reine du bal. Et elle va revoir tous ses anciens amis 20 ans plus tard. Et c'est assez marrant parce que finalement, le scénario est vraiment très basique, mais Rebel Wilson, elle gave le scénario. Il y a des one-liners en permanence. Ça fait toujours des petites vannes tout le temps pour tenir la baraque. Et c'est un petit One Jump Street où quand dans 21 Jump Street, le 1, il y a Channing Tatum et Jonah Hill, ils arrivent au lycée. Ils sont vachement stressés parce qu'ils veulent faire les gars cool et ils sont complètement décondensés parce qu'ils se rendent compte que dans le monde où ils arrivent, les gars cool, il faut être écolo et tolérant, tu sais, alors qu'en fait ils avaient l'impression qu'il fallait être des gros bullies, fallait taper tout le monde, etc. Et là c'est un peu ça dans le film qui passe, c'est un petit peu une réflexion assez simpliste parce que c'est un film Netflix, faut pas non plus exagérer, mais il y a une petite réflexion sur ce truc de c'est déjà le passé, alors qu'en fait, c'était juste les années 2000 et tu avais l'impression presque que dans les années 2000, il y avait des trucs encore super subversifs dans le langage qui se disaient avec les mots, utiliser des mots comme retarded, des choses comme ça. Ah oui, oui. Et c'est assez détente, ça se regarde, ça se regarde vraiment, comme tu disais, c'est un peu un Uber Eats à regarder en couple un dimanche soir avant de rattaquer la semaine, quoi. Ok. Moi, j'ai vu un film de 87, je crois, qui s'appelle Street Smart de Jerry Schatzberg. En fait, je l'ai regardé parce que j'ai regardé sur YouTube une sorte de mini documentaire sur Superman 4, donc avec Christopher Reeve. Okay. Attends, le 4, c'est produit par la Canon, en fait. Est-ce que c'est celui avec le Apollon, là, je sais pas quoi, le dieu soleil le Nuclear Man. Nuclear Man, ouais, c'est ça. Et bon, en gros, c'est un film de la Canon, donc c'est de la merde. Mais en fait, c'était marrant. Il t'explique du coup la pré-production et comment ils avaient vendu les droits à la Canon de Superman, mais que ça allait peut-être être le premier film de la Canon qui allait être bien.
Et vraiment, ils avaient promis à Christopher Reeve, Christopher Reeve, il a dit, je viens sous 2 conditions. C'est si déjà il y a du budget de ouf pour le faire vraiment bien, et si Superman fait un truc qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire il va faire un truc politique. Et effectivement, dans le film, il désarme le monde entier du nucléaire, quoi. Finalement, tous les trucs promis par la Canon ont été niqués. Le deuxième truc que la Canon avait quand même promis à Christopher Reeve, c'est de produire un film qu'il voulait absolument faire Christopher Reeve, qui s'appelait Street Smart, qui est en fait un film sur un journaliste qui, comme il n'a pas de scoop, il invente le fait qu'un proxénète a tué quelqu'un plus ou moins devant lui, etc. Le truc, c'est que ça correspond vachement bien à un vrai proxénète joué par Morgan Freeman qui est accusé de meurtre à ce moment-là. Et du coup, il y a plein de trucs qui se mettent en jeu entre le journaliste, le proxénète qui sait que le journaliste a menti, mais voilà, je vous spoil pas les trucs, et la police. Et donc, il y a ce jeu entre ces 3 mondes qui se crée. Et en fait, c'est un film plutôt bien fait. La mise en scène a un peu vieilli. Mais je me dis, tu vois, c'est typiquement un film qui nécessiterait un remake parce qu'il y a pas mal de trucs socio-économiques du journaliste qui est en fait tellement de toute manière hors du monde de la rue. Il a essayé, tu vois, au début d'écrire sur la rue, sauf que tu vois, c'est un gars blanc aux yeux bleus qui va pas du tout avec le décor de ce qui se passait à l'époque dans le New York des années 80 et qu'on voit arriver à 1000 lieues, et du coup à qui on confie rien en fait. C'est pour ça qu'il est obligé d'inventer. Et tu vois ce que du coup la catégorie sociale des journalistes invente de la vie qu'ils ne connaissent pas du tout. Le pitch est super, hein, ouais, le pitch est vraiment cool, et je trouve ça ouf que Christopher Reeves, du coup, c'était un peu son passion project, et qu'il ait mis la production de ce film vraiment en condition de faire le Superman 4, etc. Pour le coup, celui-ci, bon, ça coûtait moins cher qu'un Superman, mais au moins, ils les ont pas niqués durant la production. Et à noter que c'était quand même le vrai rôle qui a fait exploser Morgan Freeman, parce qu'il a été nommé au meilleur second rôle aux Oscars pour ce film. Voilà, Street Smart de 1987. Et ça s'appelle La Rue en français, je crois. Voilà. Et je crois que vous pouvez le voir sur Amazon Prime, j'ai envie de dire, ou sur Canal en VOD. Voilà. Schatzberg, c'est un très bon réal. Dans les années 70, il avait fait notamment L'Épouvantail et Panic à Needle Park, qui sont, exactement. Qui sont des super films. Très sociaux, justement, tout aussi. Ouais, très, exactement. Si, il faut que j'en parle, il faut que je dise un truc, parce que là, j'ai binge-watché ça, et c'était vraiment excellent. Une nouvelle série HBO qui s'appelle Winning Time, The Rise of the LA Lakers. C'est une série donc créée par Adam McKay qu'on connaît pour avoir fait des choses comme The Big Short ou des choses comme ça. Step Brothers. Step Brothers aussi. D'ailleurs, justement, l'un des rôles principaux est donné à John C. Reilly, qui joue le docteur Jerry Buss, qui est en fait un mania de l'immobilier qui, dans les années 70, a décidé de vendre toutes ses propriétés, dont le Chrysler Building, pour acheter la franchise des LA Lakers. Il faut savoir qu'à cette époque, la NBA, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, dans le sens où c'était un peu un sport qui n'était pas regardé par tant de personnes, presque même le baseball était plus regardé que le basketball. Et grâce à sa passion pour le basketball, on voit que les idées qu'il a implémentées chez les LA Lakers ont totalement changé la NBA. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'arrivée d'un nouveau joueur dans l'équipe des LA Lakers qui est Magic Johnson. Et en fait, tu vois les rapports entre les joueurs noirs, et là aussi pareil, il y a une grosse réflexion sur les joueurs noirs face aux propriétaires blancs et face à la politique générale, et avec un Karim Abdul-Jabbar qui était extrêmement politisé et qui essayait de faire rayonner sa célébrité sur les problèmes politiques qu'il y avait aux États-Unis. Et le tout excellemment joué, excellemment écrit, et c'est vraiment super. Alors très intéressant. Mais c'est une fiction ou c'est un documentaire? Non, c'est une fiction. C'est une fiction dans le sens où tout est joué par des gens, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Et tout est tourné un peu avec un filtre dégueulasse des années 70-80. Et c'est marrant comme ils changent leur filtre en fonction, tu sais, d'un filtre grain ciné sur certains plans, avec un filtre télé
des années 80 parfois sur d'autres plans, dans la fiction elle-même, hein, c'est-à-dire pas que sur ce qui se passe sur le court de basket. Et vraiment, je ne peux que recommander. J'ai juste pas pu m'arrêter. J'ai regardé les 9 épisodes en une seule fois. J'espère que ça va continuer. Voilà. Eh bien, écoutez, on va pouvoir passer au film d'aujourd'hui. Hein. Ça roule. Écoutez, le film d'aujourd'hui, c'est The Northman, un film sorti donc le 11 mai 2022 en France, réalisé par Robert Eggers. Petite bande-annonce. Et tu nous fais un petit synopsis ? Oui, donc ça suit l'histoire du prince Hamlet, donc fils d'un petit roi viking au nord de l'Angleterre, de l'Angleterre actuelle. Et un jour, il voit son oncle assassiner son père devant ses yeux et enlever sa mère. Et à partir de là, il va réussir à fuir et il va se promettre de venger la mort de son père en tuant son oncle et en allant secourir sa mère. Et donc, on va suivre cette vengeance durant toute la suite du film. Déjà, on en avait parlé un peu. On en avait parlé, Avant, on l'attendait beaucoup, le film. Robert Eggers, moi j'avais adoré The Witch et j'avais un peu moins aimé The Lighthouse, mais je trouvais, j'avais gardé quand même beaucoup d'espoir en lui. Et là, je dois avouer, c'est ma déception de l'année, quoi. Quand j'ai vu le film, je trouve que le film marche pas, quoi. Pas du tout, on rentrera dans les détails. Il y a beaucoup de problèmes narratifs, je trouve, qui fait que le récit patine énormément. Je me suis un peu fait chier en regardant ce film. Après, il y a des choses impressionnantes dans les plans séquences de bataille, dans la manière de filmer, etc. Mais il y a un truc qui fait que je n'accroche pas au personnage. On rentrera beaucoup plus en détail dedans. Je trouve les personnages débiles en fait dans le film et j'arrive pas à rentrer dedans et j'ai pas retrouvé ce qui m'avait énormément plu dans The Witch, c'est-à-dire cette légende de mythe et de réalité, et de jouer sur l'ambiguïté, sur d'où le mythe vient d'une part de réalité, qu'est-ce qui le construit et qu'est-ce que ça veut dire. Et là on est dans le pur mythe, mais même dans un pur mythe que je trouve pas forcément très très bien construit, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que Jean-Yves, t'as... En spoiler, je dirais qu'il y a moyen pendant cet épisode, je vous préviens d'avance, il y a moyen que je fasse le gros prof d'anglais qui tâche. Ah mais j'ai trop envie que tu fasses ça. Et du coup, moi j'ai beaucoup aimé le film parce que j'ai décidé de le prendre comme, on verra si c'est une relecture, un remake, un prequel de Hamlet de Shakespeare, hein, parce qu'il y a énormément de... Il y a trop de similitudes pour qu'on puisse ne pas y penser. En juste 2 secondes, j'ai lu qu'apparemment c'était inspiré du conte viking qui avait lui-même inspiré Shakespeare pour écrire Hamlet. Peut-être, c'est possible parce que de toute façon, il y a beaucoup de mystères autour de la pièce de Shakespeare, Hamlet elle-même, hein, puisqu'on ne sait pas justement si elle-même n'est pas inspirée d'autres avant et dans quelle mesure il y en a eu. Tout ça est intéressant dans le sens où il y a tellement de points d'interrogation sur Hamlet de base que je pense que Eggers s'y est engouffré les 2 pieds dedans, quoi, et a essayé d'amener un côté un peu par rapport à sa mythologie, etc. Donc ouais, on en reparlera avec plaisir. Et alors du coup, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la proposition, clairement, c'est-à-dire la proposition blockbuster d'auteur, c'est-à-dire 90 millions de dollars de budget. J'ai l'impression de voir un film avec une personnalité, avec une âme, avec un vrai message, avec un vrai souci de l'esthétique. Voilà, il y a une vraie proposition. Et j'ai trouvé ça du coup rafraîchissant dans le climat actuel, c'est-à-dire que je vais qualifier de Disney / Netflix, qui est ultra aseptisé, ultra préfabriqué, quoi, entre guillemets. Et à cet égard-là, voilà, je me suis dit, ah ouais, franchement, je suis content d'être là parce que même si c'est pas, comme disait Arnaud, certainement, c'est pas du tout le film parfait. Ça m'a fait un peu penser à l'impression que j'avais eue quand j'avais vu, rien à voir, mais le film de Ridley Scott qui avait essayé d'adapter Cormac McCarthy, je sais pas comment il s'appelait ce film, Cartel, je crois. Et voilà, voir un film où il y a vraiment quelqu'un, il y a vraiment un auteur qui essaie de dire des choses. J'aime beaucoup le visuel mystique, j'aime beaucoup la mythologie, j'aime beaucoup aussi la proposition radicale de storytelling, puisqu'on est dans
on n'est pas du tout dans un storytelling avec un canon occidental, mais plutôt un storytelling un peu mystico-viking, quoi. Donc, est-ce que c'est, nous, on dirait, de notre point de vue occidental, fantastique, mais ça peut être vu comme un point de vue ultra réaliste, hein, du point de vue de la mythologie qui est utilisée. Donc je dirais que je suis un peu moins fan du troisième acte, c'est-à-dire que j'aime bien la montée, j'aime bien le départ, j'aime bien le prémisse, et après je trouve que moi le plus gros défaut du film, je trouve, c'est l'acteur principal. Je trouve que quand la version adulte de l'acteur principal, je le trouve, je sais pas, alors j'étais ultra fan quand j'ai vu Ethan Hawke démarrer le film, parce que là vraiment il y avait vraiment de l'épaisseur dans le personnage, et puis je suis très déçu de la performance de l'acteur principal. Donc, donc je dirais que petite faiblesse sur la... Est-ce que tu dirais que tu es déçu, parce que j'y ai réfléchi à ça, est-ce qu'on est déçu de ce que fait Alexander Skarsgård, ou est-ce que, comme pour le coup disait Duck, le personnage est con parce qu'il est enfantin? J'ai l'impression qu'il n'a pas appris grand-chose entre son enfance et le moment adulte, en fait. Alors du coup, quand on reparlera, enfin moi quand je referai le prof d'anglais qui tâche, et quand on discutera d'Hamlet, dans ce qui fait le côté révolutionnaire de la pièce Hamlet, c'est le côté de la réflexion par rapport à la vengeance. C'est-à-dire que c'est la pièce où il y a le plus de soliloques, en fait, les soliloquies, où en fait c'est Hamlet, il veut se venger, mais il réfléchit à pourquoi il se venge, tu vois. Et là, effectivement, dans le film, c'est assez creux à ce niveau-là, puisqu'il y a effectivement peut-être la volonté de pallier ce problème en faisant intervenir le mystique avec la sorcellerie, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'épaisseur de réflexion à qu'est-ce qui drive la vengeance, tu vois. Et quelles sont les forces qui pourraient être antagonistes à ça aussi? C'est-à-dire que qu'est-ce qui pourrait justement l'empêcher de se venger? Parce que si tu parles d'Hamlet, justement, c'est ça qu'il va peser. C'est-à-dire la vengeance implique des choses il va devoir sacrifier des choses pour sa vengeance. Mais déjà, dans Hamlet, la pièce, enfin, lui est assez cortiqué pour avoir aussi une part de lui qui peut se proposer à lui-même des arguments contre, etc. Là, effectivement, il est que drivé par la vengeance. Moi, je te rejoins totalement, Jean-Yves, dans le fait que, déjà, en fait, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'il y a un truc contextuel et on l'a dit souvent pour plein de films, il y a une disette de mise en scène dans le cinéma actuel. Et effectivement, quand tu vois quelqu'un qui a une proposition esthétique, de mouvement aussi, il y a beaucoup de chorégraphie dans ce film. Je parle pas que des combats, hein, juste des gens qui se déplacent. Et je la trouve un peu datée. Et presque un petit peu, parfois, on pourrait croire qu'elle est maladroite, mais je crois que c'est fait exprès. Tu le vois dès la première scène où, tu sais, quand le petit Hamlet rentre sans avoir frappé pour voir sa mère. Sa mère, en fait, elle lève la main sur lui pour dire, genre, tu ne rentres pas. Mais c'est un peu awkward comment elle le fait, tu vois. Et je trouvais qu'il y a vraiment un truc très théâtral dans ça. Et je pense clairement que c'est fait exprès. Et on le revoit un petit peu tout au long du film. Mais je sais pas à quel point, du coup, c'est un hommage, justement, aux pièces de théâtre. Pour peut-être Hamlet, ou même un hommage aux films à l'époque des années 50, les films de Vikings, quoi. Bien sûr, je crois même dans les dialogues, il y a quelque chose de très très théâtral. Théâtral, tout à fait. Rajouter le mysticisme, tu vois, c'est ce que tu disais, toi, par rapport au RRR. Moi, je l'ai un peu au moins trouvé là. J'ai vu que Eggers, il avait pas honte de passer d'un coup d'une scène pseudo-réaliste de Vikings qui sont en train de faire une cérémonie quelconque, et en fait de nous faire voir ce qu'ils sont en train de voir avec leurs champignons qu'ils sont en train de manger, tu vois. Après, je vais te dire sur la mythologie, bon, vu que t'en parles, parlons de cet axe-là, sur comment en fait le récit mythologique est construit. Je trouve qu'il y a beaucoup de défauts en fait dans la manière que c'est fait, et je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je dis. C'est à un moment donné, en fait, donc il y a une de ces apparitions mystiques qui lui dit où trouver une épée magique qui lui permettra en fait d'accomplir sa vengeance. Ce qui est un des éléments de base des mythes, hein, de trouver l'arme adéquate. Le problème que j'ai, c'est qu'à ce moment-là, on ne m'a pas présenté le fait qu'il lui manquerait une arme pour accomplir sa vengeance. C'est-à-dire que dans la manière dont c'est fait, il n'y a pas ce côté où il serait par exemple... Parce que, donc... Pour pouvoir se rapprocher de son oncle, il se fait passer pour un esclave. Et quand il se fait passer pour un esclave, pendant à peu près la moitié du film, je me demande, mais pourquoi il va pas le tuer ?
Parce qu'on m'a pas présenté comme une impossibilité d'aller tuer l'oncle. On m'a pas montré les difficultés qu'il pourrait y avoir. Notamment, il y a une scène après où on nous dit t'inquiète pas pour les esclaves, il y a aucun moyen qu'ils trouvent des armes. Pourquoi tu me le mets après que le héros ait trouvé l'arme magique dont il va se servir pour... tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la construction en fait mécanique, tu vois, du récit, je trouve qu'il y a vraiment un défaut d'organisation qui fait que j'ai à chaque fois la réponse avant le problème presque. Donc je trouve qu'il y a une absence de tension. Si on m'avait présenté le truc comme quoi les esclaves sont enfermés dans un endroit, sont éloignés du roi, qui fait qu'il est inatteignable, qu'il va falloir qu'il trouve un moyen de l'atteindre, j'aurais été beaucoup plus dans le récit. Mais c'est pas comme ça que c'est présenté. Moi je pense que c'est fait exprès. Parce que c'est peut-être fait exprès, mais ça marche pas. Parce que tout le truc justement, c'est de te parler de fatalité en fait. De te parler qu'en fait tu dois accepter genre le déroulement de ton destin dans lequel on t'a dit. Du coup, il y a un côté de... Et je vois ce que tu veux dire. Mais ce serait une façon de penser, disons, viking, chaque chose en son temps parce que c'est déjà prédit, etc. Ok, je serais d'accord avec toi si on m'avait montré, en fait, des forces antagonistes à ce destin. Je m'explique. C'est-à-dire que dans cette vengeance... Il va arriver et il y a rien. Alors, il y a l'histoire d'amour, mais qui est un peu artificielle, qui marche pas très bien, qui pourrait agir à un contre à cette vengeance. C'est pas tellement le cas. Je vais te prendre un exemple de film de vengeance que j'adore, c'est Diamant Noir de Arthur Harari. Sur un type qui va se faire... Il y a des similitudes, c'est pour ça. Un type qui va se faire engager par le diamantaire qui a tué son père. Et quand il se fait engager chez ce diamantaire, en fait, le type que lui veut tuer... il va se mettre à établir une relation avec lui. C'est-à-dire, le type le prend comme son fils parce que c'est un très bon tailleur de pierre. Et à ce moment-là, arrive un récit, il doit faire la vengeance. On lui dit qu'il doit faire la vengeance, mais les forces antagonistes qui vont contre ça sont très très fortes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que là, si on avait établi par exemple, là, ça aurait pu être autre chose, mais si on avait établi une relation similaire à ça, j'aurais pu avoir quelque chose qui me travaille ça, qui me travaille la fatalité, en me disant, il y a quelque chose que tu dois faire, mais il y a des forces qui vont contre ça. Ça aurait pu être autre chose. Non, mais tu penses pas comme un viking, en fait. T'es raciste, t'es trop raciste, là. Non, mais t'es dans le cliché du viking. C'est-à-dire que, justement, quelles sont les forces sociales? De la même manière, je vais te parler d'un autre film où il y a quelque chose de très réussi, de cet ordre-là, que j'aurais adoré voir dans ce film. Une journée dans la vie de Billy Lynn, de Ang Lee. Donc, qui est l'histoire d'un héros de la guerre en Irak qui va retourner aux États-Unis pour faire une tournée de propagande pour l'armée. Et il se trouve qu'il a un syndrome de stress post-traumatique et du coup, il ne veut pas retourner pour une deuxième session en Irak une fois que ce tour sera terminé. Et ce qui est génial dans le film, c'est que tout le monde, sauf sa sœur, lui dit « Retourne-y, t'es un héros ». Et lui n'a pas envie et personne ne l'écoute. Et là, ça travaille quelque chose de la fatalité, de la société, de quelque chose qu'on attend de lui, etc. Mais c'est pas le cas ici. Mais c'est ce que je te dis, mais en fait, parce que toi, tu te dis, si vous me parlez de fatalité, je veux qu'il y ait de la friction entre la fatalité et ce qui se passe. En fait, là, il n'y en a pas, mais parce qu'il n'y en a pas. Bah, c'est ce que je reproche au film, en fait. Oui, mais tu reproches ça, et c'est culturel, en fait. C'est que moi, je suis capable de me dire que, en fait, c'est des gens à qui on leur dit, si c'est ça ton destin, ils disent oui. C'est ça mon destin, en fait. J'y crois pas du tout. Je vais te dire un truc, je pense qu'il y a des forces opposées qui agissent en chacun de nous. Non, mais moi non plus, j'y crois pas. Beaucoup plus compliquées mais c'est censé être un mythe. Okay. Et que du coup, quand tu racontes un mythe, tu racontes ce que tu veux insérer dans la tête d'autres gens. Mais donc il fait un film de propagande pour la culture viking. Bah ouais, je m'en fous. Bah voilà. Ok, mais t'as après, comme je t'ai dit, attention. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Arnaud, un élément qui pourrait... appuyer le fait que c'est pas réussi à ce niveau-là, c'est-à-dire le manque de motivation, le manque de force antagoniste, ça vient certainement du fait de la faiblesse des interactions qu'il a quand il est un peu caché dans le village, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a quasiment pas d'interaction. Et ça, peut-être que, parce que par exemple, tu vois, dans la pièce Hamlet, là où c'est beaucoup plus compliqué à gérer, c'est que Hamlet, il est intégré, interne à la cour, en fait. C'est-à-dire que quand il est dans ce qui se passe, il est dans la cour, alors que là, il est séparé, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout d'interaction. Il pourrait, et donc du coup, un des trucs qui est dommage et qui est résumé à cette thématique des faux semblants, où en fait, lui, il est censé arriver, parce que c'est un thème aussi, ça, où quand il revient, il est genre déguisé en esclave, en fait. Donc, en fait, on est censé nous faire passer qu'il arrive un petit peu comme un acteur. C'est un peu une espèce de mise en abîme à ce niveau-là. Et alors que
alors que normalement, il devrait pouvoir être en relation avec son oncle, et justement, le fait qu'il soit en relation avec lui, qu'il discute avec lui, c'est ça qui crée Bien aussi une forte tension sur la motivation de le tuer ou pas. Donc, c'est vrai que je trouve un peu... C'est dommage, parce que pourtant, j'aime bien l'actrice qui joue dans Anna The Witch, Taylor-Joy. qui le personnage de Olga dans le film. La relation qu'il a avec elle, elle se limite à... c'est un peu une chamane, quoi. Hein. C'est un peu une Ouais, sorcière qui lui dit c'est une druide. tu dois faire ça parce que voilà, c'est ton destin, etc. Et ça va pas Mais plus loin je que ça. vais mettre d'accord en fait toutes les réflexions là qu'on a eues. En fait, ce film, c'est un sous-Conan. Ok. Et je vais vous dire, mais c'est vraiment comme Conan le barbare. C'est-à-dire que on a un parent décapité par le méchant, d'accord. On est forcé à l'exil. On rencontre une sorcière qui nous prédit l'avenir. On va chercher, on va trouver une arme, j'allais dire magique, etc. On s'allie avec 2-3 voleurs et druides de niveau 12 là pour vivre des aventures. Et ensuite, on exacte sa vengeance. Pourquoi c'est un sous-Conan ? Parce qu'en fait, sur chacun de ces trucs, pour Conan dans le film Conan le barbare, on pourrait se dire que lui, il croit exactement en son destin, il a accepté son destin. Il peut ne jamais être travaillé, lui, par rapport à sa vision de son futur. Mais par contre, les autres autour de lui pensent différemment. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, sauf que là, personne ne pense différemment que comme un viking, parce que tout le monde est un viking. Et du coup, tu vois... Parce que tout le monde est l'image d'Épinal du viking. Exactement, et c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que moi j'ai quand même bien aimé, parce que déjà c'est une forme de pensée différente que d'habitude. Et en fait, il y a un côté où c'est comme si j'étais un petit viking autour du feu et qu'on me racontait cette histoire, en fait. Et bien sûr, dans une histoire d'une même culture, tous les gens dans la culture, tous les gens dans l'histoire qu'on va me raconter vont penser comme moi, en fait, tu vois. Et donc, il y a personne qui va venir dire, bah non, chez nous, c'est de la... Parce que c'est ça, il y a qu'une seule forme d'histoire où il y a des gens qui pensent différemment que toi, c'est de la SF. Non. Il faut que ce soit un alien qui pense différemment. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Je pense pas que le récit doit être forcément en fait au même niveau que les personnages. Et justement, je vais te prendre un autre film. Attention, je parlais des récits de, encore une fois, de gens autour du feu. Je parle pas des récits en général, bien sûr que non. Mais je vais te prendre, et justement, ce que j'avais aimé dans The Witch, je vais prendre un exemple dans The Witch de quelque chose qui fonctionne bien. C'est par exemple une des histoires qu'il y a dans le film, c'est que les récoltes de la famille qui s'est installée un peu au milieu de la forêt, elles ne donnent rien. Et la réponse à ça, ça va être une réponse religieuse de dire c'est parce qu'il y a une sorcière qui nous a maudits. Pourquoi nous a-t-elle maudits ? Et là, ils vont petit à petit se demander si c'est pas la fille qui est une sorcière. Mais qu'est-ce que me dit le film ? Et il me donne des indices de ça tout le temps, c'est que c'est des gens qui viennent de débarquer d'Angleterre, qui n'ont aucune connaissance du terroir américain, qui essaient de faire pousser leurs récoltes comme s'ils étaient en Angleterre, et ça ne fonctionne pas dans ce pays. Et donc, là, en tant que spectateur, je peux me positionner à deux endroits. Le côté mythologique, où on va douter de savoir s'il y a vraiment une sorcière qui a maudit le champ pour que les récoltes ne poussent pas, ou si c'est juste une mauvaise interprétation des personnages de ce qui se passe réellement ici. Et là, il y a une tension. Là, quelque chose se passe. Parce qu'on a beau parler d'une culture qui est différente de la nôtre, j'ai moyen, comme spectateur, si tu veux, de le voir de plusieurs manières et d'avoir plusieurs lectures différentes. Dans The Northman, je trouve qu'on ne peut avoir qu'une seule lecture de ce qui se passe. Bah, oui. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, il veut... ça intéressant, quoi. Bah, moi, c'est juste intéressant parce que la lecture est différente de celle de d'habitude. Mais, tu vois, là où je trouve que ça aurait pu être mieux, tout en gardant exactement ce qu'il veut faire, c'est que... Désolé, hein, je reviens à Conan parce que vraiment, moi quand je regardais ce film, je me suis dit, et d'ailleurs j'ai lu du coup après un article et j'ai vu que on lui a souvent dit ça et lui-même a dit, c'est vrai, je m'en suis rendu compte après quoi, que je l'ai regardé trop 2 fois quand j'étais jeune et que probablement j'ai refait un peu le même film. Ce qui est intéressant dans Conan et qui enlèverait pas du tout ce truc de j'ai envie de vous faire penser culturellement, etc., c'est que tu comprends que la personne qui a tué ses parents, donc là en l'occurrence son oncle, a façonné Conan, en fait, puisqu'il a créé son but dans la vie depuis qu'il est enfant. Et ça, je trouve ça très intéressant, tout en n'enlevant rien
de tout ce que tu as à dire en fait sur la vengeance, etc. C'est le fait d'avoir au final un trauma fondateur quand même dans l'histoire de la personne. Sauf que là, ça y est pas et c'est vraiment, on te demande juste un abandon quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Un abandon total de laisse-toi aller dans le cours d'eau de cette personne qui de toute façon va faire sa vengeance. Donc effectivement, après je suis d'accord que à aucun moment il y avait du suspense, à aucun moment il y avait de la tension. En fait, je pense que c'est un trip. Peut-être qu'il faut regarder ce film sous champignon un peu. C'est ça qu'il essaie de nous dire, je crois, Robert Eggers. Non ? Tu trouves pas, Jean-Yves ? Mais je pense que par rapport à ce que tu dis, et j'aime bien encore une fois, même si c'est peut-être pas parfait, mais j'aime bien aussi la proposition de storytelling qui est, comme tu disais, un peu le storytelling viking autour du feu, ou dans le sens où on a l'impression que les choses s'entremêlent en termes d'espace, de temps, de réalité ou pas. Et c'est quelque chose qu'on trouve par exemple, chez des écrivains aborigènes, par exemple les écrivains aborigènes en Australie, qui en fait, quand ils veulent raconter une histoire, sont très agacés que le seul canon qu'on leur propose, c'est la manière de raconter occidentale. Ouais. C'est-à-dire un canon occidental avec une mythologie d'arrière-fond chrétienne, en gros, quoi. Et donc, du coup, pour changer ça, ils décident de raconter l'histoire différemment et de proposer un réalisme. C'est-à-dire que, et une des explications peut-être de l'enchaînement, certains enchaînements de scènes du film, c'est qu'on est dans la réalité viking permanente en fait. C'est-à-dire, on n'est pas dans du fantastique, on n'est pas dans du surnaturel, on est dans une réalité proposée viking, un réalisme. Et j'ai trouvé que c'était intéressant le côté, justement, le fait qu'on soit dans un storytelling qui est pas dans le canon occidental habituel. J'ai trouvé ça intéressant. Sauf que je sais pas, ce truc, c'est... vous avez l'air de dire que dans les récits mythologiques, les choses sont si simples que ça, et je suis pas du tout d'accord, en fait. Non, on dit pas... Moi, je dis pas dans les récits mythologiques, je dis dans le récit de ce film, en fait. Dans le récit de ce film, c'est simple, et je... Enfin, comme je te dis, tu vois, typiquement, en vrai, c'est probablement celui que j'aime le moins des films de Robert Eggers, du coup. Mais, au moins, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si t'avais mis un drapeau suédois. Non, tu vois, c'est comme si tu m'avais dit, ouais, il y a eu d'autres façons de penser le fait de raconter une histoire. Et en vrai, c'est vraiment le cas. Est-ce qu'on est vraiment en dehors Est-ce qu'on est vraiment en dehors du récit occidental, je veux dire. En fait, je dis pas qu'on est en dehors de tout et qu'on a changé le tout. Je peux te montrer des films anciennes qui sont beaucoup plus détachés du canon du cinéma occidental que celui-là, hein, par exemple. Ouais. Disons qu'il y a une tentative, quoi. Et en fait, c'est ça, moi, que j'aime bien. Parce que ce que j'aime bien aussi dans le film, c'est la capacité qu'a Eggers à... On est sur un gros budget. C'est quand même un film à un gros budget. C'est un film qui est classé R. Avec donc, des stars, avec des stars hollywoodiennes. Avec des stars, il arrive à... J'aime bien aussi le côté... C'est quelque chose qu'il y avait dans The Witch. Il arrive à imprimer en toi des espèces de petits sursauts étincelants, un petit peu de violence ou ultra graphique, par exemple. Par exemple, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est la scène avec le crâne de Willem Dafoe, un petit peu, qui fait parler. Après, il y a aussi le moment où il a fait un espèce de truc dégueulasse avec des gens qui sont un petit peu coupés, un petit peu recousus contre un mur. C'est quand même assez subversif en termes de blockbuster, parce que c'est un film assez cru, c'est un film où on sacrifie des femmes, on tue des enfants. J'ai trouvé quand même que il y avait quelque chose d'assez radical dans le fait et d'autant plus aujourd'hui, c'est-à-dire de sortir en 2022 un blockbuster différent. De cet acabit-là en termes de violence, notamment, j'ai trouvé que c'était assez couillu, en fait, quoi. Et alors, malheureusement, je ne sais pas si vous avez vu, mais malheureusement, le box-office n'est pas du tout bon pour lui. J'imagine. C'est-à-dire que ils avaient projeté de rembourser le film à l'échelle mondiale en 1 semaine, 10 jours, et là, ils ont fait à peine 20 millions de dollars en 1 semaine, quoi. Ouais. Donc, mais après, c'était un risque, quoi. En fait, moi, ça m'étonne pas du tout que ça engrange pas beaucoup d'argent. Ce qui me fait juste peur, c'est que du coup, ça dise aux investisseurs, bon, on va pas le refaire.
on va pas refaire ce genre de risque quoi pendant longtemps. Mais en même temps, tu sais quoi, moi je suis content que ça existe quand même quoi. Même si j'adhère à cette façon de narrer le tout, etc. Il y a effectivement peut-être des choses qui pouvaient être améliorées, dont notamment, comme tu disais, Jean-Yves, peut-être la façon de jouer de Hamlet, etc. Parce que là, c'est une façon aussi de dire que si clairement on vous fait un clin d'œil par rapport à la pièce d'Hamlet, Shakespeare a tout créé. Parce que vraiment, il n'y a aucun lien, quoi. Dans le sens où, tu vois, le fait d'être dans la cour, le fait d'avoir des intrigues, le fait d'avoir tous ces problèmes internes et philosophiques, etc., ça n'a pas existé avant, quoi. Ouais, donc, après avoir le récit original aussi. Oui, voilà. Voilà, En tout là, cas, la on voit une première adaptation, personne, qui voilà, est pas le premier, forcément, voilà, exactement. Peut-être que c'est ça d'ailleurs hein, qu'il veut sous-entendre. Peut-être qu'il a envie de dire, mais en fait, vous savez quoi, la vraie vie qui initie le mythe, c'est beaucoup plus simple et c'est fait par des attardés mentaux, quoi. C'est ça, peut-être qu'il essaie de nous dire, hein, je sais pas. Mais c'est pour ça que il y a quand même la porte ouverte au prequel, c'est-à-dire que le clin d'œil fait au fait que quand dans Hamlet, quand les spécialistes découvrent la pièce et qu'en fait on se rend compte que dans le répertoire de la Royal Company, il y a une pièce qui est beaucoup plus ancienne, qui s'appelle Hamlet, et qui justement a très peu de sources en termes de qui l'a faite, du coup. C'est aussi un clin d'œil à dire, ben voilà, moi je suis convaincu qu'il y a le lien à Hamlet est très fort parce que voilà, oui, c'est l'oncle, il y a quand même le personnage de la mère, il y a quand même Olga qui est une espèce d'anti-Ophélia. On pourra peut-être revenir au fait que Hamlet c'est une des pièces les plus misogynes de Shakespeare parce qu'en gros les personnages féminins sont soit ultra machiavéliques, soit ne servent que à se défouler. Il venait de se faire larguer, je crois. Dans Hamlet, il y a la mégère apprivoisée quand même. L'équivalent de Olga qui est Ophélia, mais là Olga est plutôt une anti-Ophélia, est une meuf qui ne sert que sur scène à se faire traîner par Hamlet. Elle est là que pour se faire taper dessus, se faire bully en fait, tu vois. Et le fait qu'il ait choisi de prendre une pièce aussi misogyne, d'en parler maintenant, et de dire voilà, moi j'ai décidé que cette histoire, c'est le prequel d'Hamlet, peut-être, pourquoi pas. Il y a aussi un truc qui est assez rigolo, c'est que il y a le problème de l'inceste, enfin, il y a la thématique de l'inceste aussi, qui était une thématique assez forte à l'époque de Shakespeare et qui est un petit peu traitée ici, notamment avec le personnage. Il y a une scène assez crue où il y a Nicole Kidman qui quasiment roule une pelle à son fils, quoi, pour essayer de le twister une dernière fois. Et ce qui est marrant, c'est que la vision du personnage de la mère du prince, c'est pas la version originale, c'était une version qui avait été fanfictionnisée par Margaret Atwood, parce qu'en fait il y a beaucoup de mysticisme autour du personnage de la mère de Hamlet, et là dans le film le gars prend le pari de dire qu'en fait c'était elle qui avait tiré les ficelles et qui avait convaincu le père de tuer son frère, et Margaret Atwood, ce qu'elle fait, c'est qu'elle avait fait une réécriture de Hamlet, où à la fin de sa réécriture il y a la mère d'Hamlet qui lui dit au fait, petit clin d'œil, petit wink, c'est moi qui ai fait tuer ton père. Yeah. Donc je pense que vraiment le lien est assez fort, et c'est parsemé de quand même pas mal de choses. L'idée du crâne aussi, il y a un petit peu un jeu de faire parler, de faire ventricoliser le crâne, et surtout dans la même série que ce truc du conte, il y a aussi dans cette ancienne version de Hamlet, on s'était rendu compte que la fameuse phrase ultra iconique qui est to be or not to be, that's the question. En fait, la phrase originale, c'était to be or not to be, that's the point. C'est-à-dire que c'était une affirmation. Et ça colle assez bien au film dans la coexistence permanente avec la mort, en fait, parce que finalement, c'est un thème aussi. Et dans le film, c'est assez bien mis en scène, je trouve, cette cohabitation permanente entre le vivant et la mort. J'aimerais revenir là sur cette scène justement avec la mère sur le personnage, qui est une scène, c'est la scène qui achève de me sortir du film en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut résumer la scène. Donc Hamlet arrive à rentrer en contact avec sa mère, et à ce moment-là, il lui dit qu'il est venu pour le sauver. Il a une épée en main, il est dans un trip ultra violent. Et là, c'est sa mère qui lui raconte le plan machiavélique qu'elle a établi depuis le début. Et je suis désolé, je ne peux pas y croire. Elle n'a aucun intérêt à dire ça à ce moment-là.
C'est-à-dire, tout ce qu'elle risque de faire, c'est de se faire tuer par ce type. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus fort si elle avait joué le jeu en disant pour se sauver, qu'elle voulait venir avec lui, et que c'était plutôt son oncle qui lui révèle ce qui s'est passé plus tard, tout en ayant le doute autour de ça qui pouvait se passer. Je veux dire, ici, j'ai l'impression vraiment d'un mauvais scénariste. Il faut qu'on ait l'information, on le fait dire à ce personnage, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit dit à ce moment-là. Et il y a plusieurs moments comme ça qui arrivent dans le film où j'ai l'impression que pour justifier sa narration, pour justifier ses désirs de mise en scène, on tord les personnages de la même manière quand il y a son oncle à la fin qui retrouve Hamlet et qui lui dit donnons-nous rendez-vous sur la montagne pour aller nous battre jusqu'à la mort. Pourquoi il ne le tue pas ici et maintenant? C'est jamais expliqué, juste pour créer des images. Oui, alors ça c'est vrai que cette scène de duel final, elle est vraiment décevante, quoi. D'arriver tout ça pour ça, après, c'est vrai que c'est tellement déjà. Je crois que j'ai peut-être trop je donne trop peut-être de bénéfice du doute parce que je suis en mode genre. Ça n'est pas ma culture, donc c'est probablement ce que vous faites. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis trop allé dans ce film comme ça, en fait. Je suis trop allé dans ce film de... D'accord. Mais je crois que j'aurais pu donner le bénéfice du doute si le réalisateur n'était pas de notre culture occidentale, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais tu sais pas... Oui, mais après, moi, en tout cas, dès le début, et c'est vraiment... C'est peut-être très bête, hein, mais c'est vraiment que à cause de la chorégraphie de cette mauvaise gifle qui n'est jamais tombée, où je me suis dit, waouh, c'est très bizarre. Donc, on a envie de me dire que ça va être différent que d'habitude et pourquoi. Et du coup, à partir de là, j'ai dit, d'accord, je crois que tu as peut-être lu beaucoup de livres, là, ces derniers temps, sur comment vivaient les Vikings, etc. Et que tu as envie de nous présenter un truc vraiment d'une autre manière. Après, effectivement, en vrai, la réalité, c'est que, en fait, je préfère regarder Conan, quoi. Mais je crois qu'il y a plein de moments en plus qui auraient pu être forts et qui, je trouve, ont été réduits par la manière de construire le récit. Pareil, l'autre moment que j'arrive pas à croire, il y a un moment, d'ailleurs c'est assez beau, où il apprend que Olga est enceinte parce qu'il goûte le sang d'Olga. Il y a ce qui est une belle idée, je trouve, tu vois. Et juste après, il dit, alors qu'il avait... c'est le moment où il avait décidé de renoncer à sa vengeance, il fait mais si mon oncle l'apprend, il ne nous laissera jamais tranquille. Donc je dois aller le tuer. Et là, pareil, on me l'a pas établi comme quelqu'un d'assez puissant pour faire ça. C'est-à-dire que le mec, c'est un berger perdu au milieu de l'Islande. Il prévoit d'aller à l'autre bout de l'Europe pour fuir. Je vois pas à quel moment le type va envoyer des assassins pour aller tuer Tu vois ce que je veux dire? C'est dans la construction du truc, on dirait qu'on me dit vas-y, crois-y. Mais moi, j'ai envie qu'on me construise ma suspension d'incrédulité. Ouais. Et je la trouve mal construite, en fait. Mais t'es un mauvais viking, en fait, c'est tout. Hein. Est-ce que tu crois pas que c'est le versant tragique du truc, c'est que il est doomed, en fait, quoi. Je suis tout à fait d'accord. J'aurais aimé que ce soit ça, mais pour ça il fallait mieux le construire. Il fallait me montrer que l'oncle serait capable de faire ça. Ouais, mais et on me l'a pas montré comme ça, en fait. Tu dois accepter, en fait. C'est un truc d'abandon. Et en vrai, tu sais quoi? Non, tu peux pas me dire ça 50 fois durant cette... non, mais parce que t'es censé t'abandonner dès le début. Et en vrai, je vais spéculer ça, mais j'aimerais bien que Robert Eggers, si tu nous regardes, tu me dis si j'ai raison ou pas. En vrai, je crois que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Parce que plus j'y pense, plus je me dis que je crois que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu trop dans la psychédélique et qui se dit, genre, en fait, je crois qu'ils avaient raison à l'époque d'avoir une vie simple et non intellectualisée et juste, genre, prenez vos champignons et laissez-vous aller dans ce qu'on vous dit sera votre futur. Et après, je suis d'accord, je sais pas si c'est le cas. Je sais que c'est dans son univers à lui, en tout cas, c'est ça. Et toutes les strates, en fait, qui ont été ajoutées à Hamlet, je trouve que c'est pas mal. Genre, Hamlet avec un A, où c'est to be or not to be, that's the point. Et Hamlet avec un H, où c'est to be or not to be, that is the question. Et ce Northman, genre, si tu fais la timeline de tout ça, tu vois à quel point on intellectualise de plus en plus toutes nos actions. Alors qu'en fait, au départ, les gens étaient cons, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord, hein, la mère, pourquoi elle lui dit? Pourquoi elle lui raconte le truc? Mais après, en vrai, je crois pas non plus. Hein. Mais peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience de film. On sait pas. Mais je trouve quand même que sur la proposition en termes d'auteur est quand même assez forte, parce que même si sous couvert, et là encore... ne peut que faire le rapprochement sous couvert de transposer les choses à un autre pays, une autre mythologie. Je trouve quand même qu'il dit des choses. Il y a un message sociétal assez fort sur la violence, sur le rapport aux autres. Enfin,
Et ça rappelle aussi, c'est-à-dire que ce que je trouve fort en termes de réussir à avoir ce type de discours, de message, d'esthétique maintenant. Mais en quoi c'est fort? Qu'est-ce qu'il nous raconte sur la vengeance et sur la violence en fait dans le film? Non, je parle pas de la vengeance, je parle de la violence en général. C'est assez cru comme film et la façon dont il amène des sujets, la façon dont on arrive aujourd'hui en 2022 à graphiquement représenter, je sais pas, la torture des femmes. Il y a une femme qui se fait sacrifier sur un bateau à un moment. Je trouve que c'est assez couillu en fait d'arriver sur un film à gros budget à mettre ça. Et ça me rappelle, tu sais, c'est comme quand, parce que ce qui est très fort à l'époque de Shakespeare quand il fait Hamlet, c'est que c'est quand même la Royal Company, c'est quand même la cour qui paye les pièces, et lui il fait une pièce avec des attentats des rois, des reines, ouais, des coups d'État. Oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, en gros, à l'époque, t'as la Kathleen Kennedy de la Royal Company, elle vient voir Shakespeare en disant mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit mais non, mais t'inquiète, ça se passe au Danemark. Ouais. Elle lui dit genre si tu continues, on va te remplacer par Ron Howard déjà à l'époque. Ouais. Donc en fait, t'as raison, je retrouve un peu ça. Alors c'est peut-être un peu présomptueux si lui il est dans cette dynamique-là, mais je trouve qu'il est un peu shakespearien dans son contexte, dans son époque, dans le sens où il arrive quand même sur un film à gros budget, à balancer des trucs qui graphiquement, je trouve, assez subversifs, quoi. Et je sais pas, voilà, je trouvais le rapprochement. Non, je vois pas trop ce qu'il raconte de neuf sur ça, et surtout, comme l'a dit Areski, en fait. Non, c'est pas ce qu'il raconte de neuf, c'est comment il le fait en fait. Okay. Et c'est vrai qu'à 90 millions de dollars avec des stars hollywoodiennes, la plupart des gens t'auraient dit c'est pas ça qu'on va produire, quoi. Il y a l'exemple de Tarantino aussi. Par exemple, je me rappelle quand Tarantino il sort Les 8 salopards et qu'il y a à chaque fois qu'il y a une scène avec l'actrice Jennifer Jason Leigh, elle se fait frapper, quoi, tu vois. Et en gros, il y avait des gens qui disaient mais c'était chaud. On lui disait mais comment vous pouvez faire ça, quoi. Et il dit je fais ce que je veux en fait, tu vois. Et parce que il a ce Enfin, il y a des gens, il y a certaines personnes, et je trouve que voilà, il y a un peu ça dans ce film, de dire voilà, j'arrive quand même sur un blockbuster à balancer des choses graphiques qui sont vraiment très violentes, quoi, très crues, et je trouve ça assez habilement fait, quoi. Mais écoute, en tout cas, tu vois, moi aussi, je te rejoins juste au moins. Comme je disais, dans la forme et dans le fait que... Après, c'est intéressant, je trouve, quand même, toute cette discussion, parce que ça prouve à quel point c'est beaucoup sur ce qu'on prête comme intention et comme intelligence au réalisateur. C'est très possible que si j'avais pas vu The Witch ou The Lighthouse, que moi, en l'occurrence, j'ai plus aimé The Lighthouse que The Witch, que si j'avais pas vu ces deux films, j'aurais pas dit la même chose de The Northman, parce que j'aurais pas était capable de savoir d'où il vient, enfin tu vois, de quel intellect il vient pour être prêt à lui dire ok, vas-y, fais ce que tu veux, et je te suivrai, et je... Mais la preuve de ce film, et ça sera le truc, je sais pas si c'est un point négatif ou pas, mais à la fin de ce film, je me dis, et je repense à The Witch, parce que moi j'adore The Witch, et je me dis que clairement, Eggers, il n'a pas besoin de 90 millions de dollars pour refaire un film, en fait, puisque finalement, avec tout cet argent, il fait 3 films. Pas beaucoup plus, et voire un peu moins bien qu'avec très peu d'argent, tu vois. D'ailleurs, petite parenthèse quand même, est-ce que c'est l'inflation ou quoi? Parce qu'en vrai, je les vois pas tant que ça, les 90 millions de dollars dans ce film. Le visuel, les effets spéciaux. Ouais, ça coûte à ce point d'argent pour faire des trucs mystiques ou quoi? Parce que Yann Kounen et tout ça. Ok, les plans séquences, d'accord. Des centaines de figurants et des effets spéciaux de trucs. Il y a de la tunasse quand même un petit peu, quoi. Ouais, ok. Tu sens que c'est pas The Witch, quoi, tu vois. Ouais, mais tu vois, ça se trouve, tu m'aurais dit. Franchement, sur fond vert. ça va tellement vite en plus. Quand tu penses que même un petit film, on est déjà quasiment à 10, 15, 20 millions d'euros. Aux États-Unis, je parle. Là, 90 millions de dollars, c'est presque un budget standard de gros films, quoi. Tu vois, mais je crois que les effets spéciaux, quand même, parce que les effets spéciaux, c'est quand même assez lourd. Hein. Il y a des moments, je pense que ça a dû coûter pas mal d'argent, notamment cette esthétique avec l'arbre, l'espèce d'arbre généalogique là. Le truc avec la Valkyrie aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Björk? Parce qu'il y a Björk à un moment qui joue. Elle y est à peine, elle y est pas beaucoup. Non, après plutôt bien castée dans ce rôle de sorcière. Non, elle fait son taf. Après, on va pas
Enfin, que ce soit Björk ou Jean Micheline lambda, en vrai, pour 15 secondes, ça aurait pas fait la diff, quoi, tu vois. Soit mystérieuse, on t'enlève les yeux, clairement, tout le monde a l'air charismatique quand tu fais ça. Je l'ai reconnue à la voix, parce qu'elle est tellement grimée que j'ai eu du mal à la reconnaître, en fait. J'ai un gros coup de cœur pour la scène. Je pense d'ailleurs que Ethan Hawke, il est parti en mode monk. Il est parti en Islande s'isoler 24 mois pour préparer la scène où il fait le chien autour du feu, tu sais, au début, là, avec son fils. Mais vraiment, quand j'ai vu Ethan Hawke arriver sur son cheval, c'est le charisme, quoi. C'est là que je me suis dit, c'est vrai que je regarde un vrai film de cinéma. À part lui, personne d'autre ne m'a pris vraiment dans une scène. À part le crâne de Willem Dafoe, peut-être, en vrai. Il y a une superbe apparition à la fin du mec qui joue dans The Office et qui joue dans The Witch aussi. Tu sais, qui fait le capitaine du bateau, un peu. Il est super maquillé, il a des... Et je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le compère de Ricky Gervais, c'est le commercial qui fait les grosses blagues qui tâchent dans The Office, et il fait une petite apparition à la fin, c'était cool, qui rappelle les anciens. Et on voit aussi Claes Bang, qu'on avait découvert dans The Square de Ruben Östlund, qui joue l'oncle. Dans le film. Et il jouait quoi dans The Square ? Il jouait le rôle principal. Le directeur du musée. Alors c'est complètement différent, du coup tu vas avoir du mal à le reconnaître. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Oui. Non mais c'est bon, je vois parce que j'ai revu The Square récemment et c'est vrai qu'effectivement, ouais. Ah, j'ai adoré aussi la scène du sport viking où il tape à la balle, il se tape dessus. Je trouve ça trop bien. Oui, c'est vrai. Le concept de ce sport et est encore tu marques des buts et tu fracasses l'adversaire. Encore une fois, pareil, c'est une scène que j'aurais plus appréciée si les enjeux avaient été plus forts. C'est-à-dire que on comprend qu'il le fait pour se rapprocher de son oncle, de la team, mais on le comprend a posteriori. Ouais. J'aurais aimé que ce soit un objectif et qu'on comprenne pourquoi il lutte dans cette... Et à mon avis, c'est sous-exploité parce que moi j'ai interprété ça comme une référence à un truc qui est trop bien dans Hamlet, c'est que dans Hamlet, il y a un truc qui se passe à un moment dans la pièce, c'est que Hamlet se met en scène, il y a une mise en abîme où il fait une pièce de théâtre dans laquelle il met en scène la mort de son père pour que tout le monde comprenne que son père était assassiné par son oncle. Et donc en fait, je pense qu'il y avait l'idée de se mettre en scène devant le couple royal en fait, mais je pense que c'est sous-exploité. Mais il y avait un départ de ça. Pour filer un petit peu ce truc de je suis encore en déguisement un peu, tu vois, vous savez pas encore qui je suis. Il y avait une tentative, mais effectivement, c'était sous-exploité. Il y a un truc aussi, je voulais en parler, parce que longtemps, j'ai confondu les noms de Harry Astor et Robert Eggers. Tu vois, ça se finit par ER, et tous les deux, ils ont des films un peu, tu vois, dark, d'horreur et de genre, et de très belle mise en scène. On voit beaucoup les cérémonies à plusieurs qui peuvent nous rappeler ce qui s'est passé dans Midsommar, tu vois. Viens vivre ton émotion avec d'autres personnes. Un truc très... Enfin, j'allais dire un truc très nordique, mais pas vraiment, en fait. Je pense que c'était un truc de tous les humains, de toute manière. Peut-être que ça a juste été gardé un poil plus longtemps par les Nordiques à ce point-là, puisqu'ils ont été moins judéo-christianisés par rapport à l'expression des émotions. Mais voilà, je voulais juste faire un petit peu ce lien entre soit le truc de Ethan Hawke et son fils qui aboie, soit l'espèce de truc de guerrier entre eux, qui aussi, encore une fois, ont dû prendre quelque chose avant d'aller faire le raid sur la ville. Combien de miam est-ce qu'on met pour ce film, Jean-Yves? Je dirais 4 pour la proposition. Moi, je mets 3,5 miam, 3 burgers et une frite pour The Northman. Moi, je mets 1, je suis hyper déçu, quoi. Waouh. What, la gifle. Il faudrait qu'on retrouve les notes de 1, mais ça voudrait dire que t'as mis autant que genre un truc genre qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou un truc comme ça, non? Je sais plus, je sais même plus combien on avait donné. Non, mais c'est pour ça que j'aime pas les miams, tu vois, ça reflète pas forcément exactement. De toute façon, c'est pour ça qu'on le donne à la fin aussi, mais n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes où est fin de séance. On enregistre toujours tous les épisodes en direct sur Twitch, et ensuite vous les avez un poil montés sur YouTube, iTunes, Spotify. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles partout où vous pouvez, d'en parler à vos amis. Venez me voir en spectacle de stand-up tous les jeudis à 21h30 à la Petite Loge. Des trucs à plugger pour vous? De toute façon, je mets l'Instagram. Normalement, les gens, dès qu'ils cliquent sur vos noms, ils tombent sur vos Instagram. Donc voilà. Donc sur le tien, il y a 0 publication. Arnaud.
tu devrais mettre J'ai une vie passionnante. au moins une photo de Christian Clavier. Je pense que c'est ça. Ce serait pas génial. N'hésitez pas à aller sur ma page, liker quelques photos. Voilà, si vous ramenez 5 abonnés et que ces 5 abonnés ramènent à leur tour 5 abonnés, vous avez gratuitement une photo prise de vous et de ce que vous voulez. Donc il faut que tu aies 25 abonnés en fait, de plus. Et moi, si vous vous abonnez à mon Instagram, eh ben, Dieu vous le rendra. Et puis si vous avez des trucs à nous dire, bah, soit fin de séance sur toutes les plateformes en messagerie instantanée, soit fin de séance @gmail.com. Bisous à tous, allez au ciné, regardez des films, faites-vous plaisir.